Mesdames et messieurs, oui, au nom de la Maison de l'Europe de Paris, je suis très heureuse que vous ayez choisi cette Maison de l'Europe pour organiser votre colloque de réflexion sur les questions européennes. J'en suis très heureuse et vraiment je vous souhaite une chaleureuse bienvenue pour plusieurs raisons en fait. Aujourd'hui, bon, l'euroscepticisme est une évidence. Il y a également, franchement, des anti-européens qui sont virulents, parfois, contre l'Europe. Bref, il y a beaucoup d'interrogations concernant les questions européennes et beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de critiques négatives. Or, pour que ces critiques soient fécondes et pour qu'on en tienne compte, je crois qu'au préalable, il faut que les citoyens soient informés et aient des connaissances minimales indispensables. Et la Maison de l'Europe, et c'est la même chose dans le réseau des Maisons de l'Europe, je m'occupe non seulement de la Maison de l'Europe de Paris, mais également du réseau des 35 Maisons de l'Europe qui sont réparties sur le territoire national. Nous essayons de devenir ce que nous n'étions pas au départ, des outils d'éducation populaire. Oui, j'emploie le mot d'éducation populaire sur les questions européennes. Au départ, les Maisons de l'Europe étaient plutôt des clubs de convaincus qui se réunissaient pour améliorer l'Europe fédérale. Bon, mais au départ, les Maisons de l'Europe, oui, avaient un peu un esprit de cercle ou de club. Les choses ont changé et aujourd'hui, les cercles, les clubs ou les think tanks, il en faut. Et je vois M. Bertoncini qui est à côté de moi, un grand think tank, l'Institut Jacques Delors, on en a besoin. Mais le créneau que les Maisons de l'Europe ont essayé d'occuper est un créneau plus modeste. Nous avons des contacts avec les think tanks, bien sûr, mais nous essayons de nous adresser au grand public en donnant à ce grand public des connaissances qui sont nécessaires pour se former une opinion. Nous essayons d'être aussi objectifs que possible, étant entendu que dès qu'on parle de politique, l'objectivité n'est jamais tout à fait parfaite. Je ne peux pas cacher parfois mes préférences. Mais quand j'ai des préférences, je dis ce sont mes préférences, mais on peut avoir des points de vue opposés. Et nous essayons d'organiser des débats ici, contradictoires, et c'est la raison pour laquelle j'ai à plusieurs reprises ici eu le plaisir d'accueillir mon ancien collègue Francis Hurt, Patrick Le Yarrick, Daniel Cicera, bon, parce que il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que celles dont je viens de parler, mais il est important que les points de vue du Parti communiste puissent être exprimés à l'intérieur de nos débats. Donc, autant que possible, nous essayons ici de donner des informations et de susciter des débats contradictoires. Il y a peut-être une famille politique qui n'est pas vraiment... Bon, mais je n'ai pas besoin d'être plus explicite. C'est l'ultranationalisme n'est peut-être pas tout à fait compatible avec ceux qui s'intéressent à l'Europe. Mais enfin, bon. Donc, c'est notre objectif et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement heureuse que vous ayez choisi la Maison de l'Europe. Vous êtes entièrement libre de choisir les thèmes évoqués, entièrement libre de choisir les intervenants, mais votre place est à l'intérieur de cette maison et j'espère qu'il y aura d'autres occasions aussi pour venir débattre ici à la Maison de l'Europe.
Je regardais votre programme de ce colloque. Alors là, je sors de mes... Normalement, je n'ai pas apporté de jugement sur le programme que vous avez choisi. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il est très bien, votre programme. Je trouve qu'il a été très bien combiné avec une réflexion sur un problème d'actualité, n'est-ce pas, monsieur Le Grec, Syriza. Vous avez choisi de réfléchir à la réorientation de grandes politiques européennes, c'est la politique industrielle, c'est la politique agricole. Vous avez aussi choisi de réfléchir à un problème ô combien important aujourd'hui, qui est la place de l'Europe dans le monde, car on s'interroge un peu sur notre avenir, aussi bien la politique étrangère que la politique de sécurité et de défense. Bref, en une matinée, une journée, vous allez balayer un nombre très important de questions qui sont toutes des questions extrêmement intéressantes. Alors là, je vais vous demander votre indulgence. C'est d'évoquer, de suggérer modestement des thèmes supplémentaires. Bon. Mais ce sera peut-être pour un autre colloque organisé par la Fondation Gabriel Péri. Après tout, une autre fois, on pourra parler de ces autres questions. Alors, ces autres questions, c'est la dimension culturelle, spirituelle du projet européen. Alors, spirituel, vous allez vous dire, mais que vient faire la religion là-dedans? Non. Quand je parle de spirituel, ça peut inclure les religions, mais ça va au-delà. C'est la dimension philosophique du projet européen. Et je regrette que depuis plusieurs années, depuis pratiquement 50 ans, l'évolution dans la manière d'aborder les thèmes européens, l'évolution a fait que l'on a privilégié la dimension économique, donc matérialiste. Alors c'est très important, et notamment dans la période de crise dans laquelle nous sommes, c'est essentiel. Bon. Et si l'économie va mal, si l'emploi va mal, les populations sont complètement traumatisées et on ne peut pas faire grand-chose. Je pense à nos amis grecs. L'état de l'économie en Grèce a des conséquences sociales qui font que tant qu'on n'a pas trouvé des solutions pour améliorer la situation matérielle des catégories les plus défavorisées de la population grecque, tant qu'on n'a pas trouvé des solutions, on ne peut rien demander d'autre aux Grecs. Il faut absolument que ces besoins fondamentaux trouvent des réponses satisfaisantes. Donc, je ne néglige absolument pas la dimension économique. Mais ce sur quoi je souhaite attirer votre attention, c'est sur le fait que, insidieusement, nous avons déserté une autre dimension du projet européen qui, depuis le départ, était une dimension que je qualifie de spirituelle, portant sur des valeurs qui ne sont pas des valeurs neutres. Dans l'esprit du Conseil national de la résistance, après la Première Guerre mondiale, parmi les pères fondateurs de l'Union européenne, en fait, ils ont commencé par ces valeurs. Et c'était vrai de la démocratie chrétienne, mais c'était vrai aussi de la pensée socialiste, tout au moins d'une partie de la pensée socialiste. Et ça s'est concrétisé par un texte qui date de 1950, donc avant le traité de Rome, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. En fait, cette génération qui avait connu les années 30,
la montée du nazisme, du fascisme, et de la déviation stalinienne de l'idéal communiste, avait connu en Europe les totalitarismes et la barbarie. Et ça a culminé avec les camps d'extermination, la Shoah, l'Holocauste, etc. Bon. Et les pères fondateurs étaient convaincus qu'on ne pourrait sortir de ce cauchemar et éviter la barbarie que si, au départ de la construction européenne, on avait un socle de valeurs très précises. L'importance de la liberté, l'importance des droits de l'homme, l'esprit de solidarité, de respect de l'autre. Tout ça, ça faisait partie du socle de départ. Jamais on n'est revenu là-dessus officiellement. Mais à partir du traité de Rome, en réalité, petit à petit, on a déserté le champ de ces valeurs, considérant qu'elles allaient de soi, qu'il y avait un consensus, que tout ça était très bien, bon, et puis que c'était un petit peu des paroles en l'air, on se donnait bonne conscience, dans un esprit de dame patronesse, donc c'était pas très important. Mais on s'est engagé dans la voie matérielle, économique. La plupart du temps, c'était l'économie libérale, avec la concurrence. Insidieusement, la pensée anglo-saxonne, américaine, a envahi le paysage à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un projet européen dont un homme qui a écrit récemment, un historien, c'est Elie Barnavi, qui connaît admirablement les questions européennes. Il a publié, il y a 3-4 ans, à peu près, un petit bouquin qui s'intitule « L'Europe frigide ». L'Europe pas très aimable, pas très séduisante. Et c'est là-dessus qu'il porte l'accent. Il dit en réalité, vous avez maintenant un projet que vous présentez aux populations avec un langage bureaucratique, technocratique, des chiffres, des pourcentages. Comme disait Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux d'un taux de TVA. Bon, ben, il a raison. Alors, ce sont des questions importantes. Les taux de TVA, c'est tout à fait important en pratique. Mais de fil en aiguille, au fil des années, on a mutilé le projet européen et on l'a rendu sec, froid, et dans des périodes de crise comme celle que nous traversons depuis 2007, ces dernières années, et ça a conduit à des positions qui nous sont apparues cruelles, méchantes, indifférence à la souffrance des populations. Et tout cela a conduit à ce que les citoyens européens se sont détournés de plus en plus de ce projet inhumain. Il faut non seulement davantage de place aux problèmes sociaux, mais j'emploie volontairement le mot humaniser. Humaniser ce projet. C'était le cas au tout départ, et d'année en année, on a laissé se dénaturer ce projet qui est devenu sec, froid, frigide, comme le dit Elie Barnavi. Et ma suggestion, c'est que les uns et les autres, et notamment la Fondation Gabriel Péri, se saisissent de ce thème-là. Nous l'avons vu récemment avec les événements du début janvier. La journée du 11 janvier a été magnifique, un sursaut impressionnant. Sur quel thème? Sur le thème contre la barbarie, l'horreur
des assassinats et pour la liberté. Moi, j'ai été frappé spontanément, en 2 jours pratiquement. Des millions de gens sont sortis dans la rue pour défendre les libertés. Alors, les problèmes matériels sont très importants. Je le répète, on ne peut pas se satisfaire du chômage que nous connaissons, d'un pouvoir d'achat trop faible, etc. Mais les gens se mobilisent lorsque les valeurs fondamentales sont en cause. Et aujourd'hui, ces valeurs fondamentales, elles sont en cause. Parce que nous avons, dans toute l'Europe, et la France n'échappe pas à ce mouvement, une remontée de valeurs qui sont extrêmement dangereuses. L'ultranationalisme, l'égoïsme, le repli sur soi, la perte du sens de la solidarité, la perte du respect de l'autre, ça se traduit concrètement par le rejet des immigrés, etc., etc. C'était sous-jacent depuis pas mal de temps. En ce moment, je suis de ceux qui considèrent qu'il y a véritablement un péril très grave. Alors, si j'ai parfois des regrets et des colères, je pense à nos partis politiques. Ils ne se battent pas sur ces questions, pas suffisamment. Nos partis politiques démocratiques. Les syndicats, je regrette. Je souhaiterais qu'ils forment leurs militants davantage sur ces questions-là. Et les fondations. Bravo à la Fondation Gabriel Péri. Mais il y a une fondation dont je suis proche, la Fondation Jean Jaurès. Je regrette. Alors, je suis heureuse car tout récemment, elle commence à s'intéresser à l'Europe et en abordant notamment les thèmes qui me paraissent devenus aujourd'hui essentiels. Mais pendant des années, même à l'époque où le président de la Fondation Jean Jaurès était un Européen convaincu, c'était Pierre Mauroy, en réalité, la Fondation ne travaillait pas sur les questions européennes. Donc, nous avons un retard à combler. Et puis, je pense que la Fondation Gabriel Péri, c'était quand même un grand résistant. Et Gabriel Péri, il a montré par le sacrifice de sa vie que dans certains moments, il fallait donner sa fille pour défendre la liberté. Ce n'est pas des questions secondaires, c'est des questions fondamentales. Donc voilà, j'espère que vous reviendrez ici pour parler de ces sujets. Excusez-moi, je suis toujours trop bavarde quand j'aborde ces sujets parce que je suis passionnée. Voilà.